un sujet important, puis un sujet surtout important pour la suite des choses, puis pour la période qu'on s'apprête à vivre avec les produits bio. Donc, le point sur les marchés bio. Vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça, on va faire un tour d'horizon du marché bio canadien, ensuite le tour du marché bio québécois, puis les perspectives 2022-2023 de la filière et du secteur. Donc, je vous ai monté un premier petit tableau qui en dit long, en fait, qui donne des données sur la croissance de la consommation d'aliments et boissons bio de 2012 à 2020. Si vous regardez comment se comportait le Canada, en fait, avec 1,7, 2,6 et 3,3 de la consommation, puis avec une croissance 2017-2020 de 33 le Québec fait quand même très bonne figure dans les dernières années. Là, on partait de loin, disons ça comme ça, en 2012, donc avec 1,2 de la consommation, 1,5 et 2,7 pour une augmentation qui est assez spectaculaire là, pour les 3 dernières années de 40 Donc, le Québec, dans l'étude de quota, en fait, c'est les sources, ça vient de l'étude du marché bio de quota là, 2021. Donc, le Québec a connu la plus forte croissance annuelle de la demande là, depuis 2017. Ce qui est un bon point. Si on regarde maintenant la valeur du marché bio canadien, en fait, les données qu'on a sur le marché total, donc on a un 8,1 milliard pour une augmentation annuelle de 14,9 Si on le décortique, on prend aliments, boissons et alcool, là on approche les 7 milliards avec une croissance là, qui n'a pas été définie dans l'étude. Puis aliments et boissons, qu'on est habitué de voir plus souvent, en fait, on est à 6,5 milliards, puis une augmentation encore dans les deux chiffres à 11 Donc, une augmentation de 33 là, pour ce qui est du marché canadien durant les 3 dernières années, de 2017 à 2020, c'est-à-dire. La valeur estimée, c'est la première fois qu'on avait aussi ce genre de données-là avec les codes SH qu'on appelle. Donc, ça nous donne une idée de nos importations canadiennes puis de nos exportations. Donc, on importerait pour 832 millions, puis on exporterait pour 608 millions. Mais il y a une note très importante dans l'étude qui dit que ça couvre 17 produits, en fait. Donc, ce n'est pas complet, mais j'imagine qu'avec 17 produits, on a quand même la majorité là, des exportations. Ce qu'on vous présente là, c'est vraiment les dernières données. Puis comme on aura l'occasion d'en parler tantôt, ça va nous prendre une mécanique qui va nous amener des données de plus en plus récentes, surtout dans le contexte actuel. Là. Fait que là, on est encore dans le beau, là, je dirais, dans le beau de l'année 2020, puis du plein déploiement du secteur. Donc, on avait dans cette étude-là, les facteurs, ce que j'ai trouvé intéressant de vous soumettre, c'est les facteurs de croissance, en fait. Vous avez les plus traditionnels qui sont bien libellés, par contre, là. La croissance de consommation est liée principalement aux préoccupations des consommateurs au regard des effets potentiels négatifs sur leur santé. Ça continue d'être le déclencheur principal là, qui serait généré par l'utilisation de colorants, d'agents de conservation artificielle et de produits chimiques dans la production d'aliments. Puis, ce qui ressort là, de plus en plus clairement aussi comme deuxième, de l'impact qu'un mode de production peut avoir sur les changements climatiques, c'est le mot qu'on voit arriver là, en grande pompe, et la qualité de l'environnement. En conséquence, les consommateurs recherchent des ingrédients dont la provenance est traçable, ce qu'on a en bio, et vérifiable, ce qu'on a aussi en bio. Donc, c'est intéressant que l'étude le souligne. De plus, ils prennent de plus en plus en compte le bien-être animal, des individus et des communautés ainsi que des travailleurs du secteur agricole et agroalimentaire. Donc, si on regarde qu'est-ce que ça veut dire rapidement, mais en sous-point, il y a un nouveau terme qui est sorti dans cette étude-là, qui est pour l'évolution des habitudes des consommateurs, d'achat des consommateurs, la recherche d'ingrédients propres. Ils ont fait un genre de raccourci là, qui peut être intéressant selon les lectures. Recherche d'aliments frais, ça continue, puis recherche d'aliments les moins transformés possibles, contrairement aux États-Unis, là, mais au Canada, c'est encore ça qui sort. Ce que j'ai voulu vous mettre aussi dans l'étude, c'est comment se comporte aussi la jeune génération par rapport aux produits bio. Puis je trouvais ça intéressant de voir les exigences qui s'accumulaient. Ils veulent acheter des produits dont les marques répondent à leurs valeurs. Donc, on a une chance avec le bio parce qu'on a une marque collective qu'on peut tenter de leur vendre, en fait, comme une marque.
Mais eux autres, quand on les lit, ils veulent aussi une marque d'entreprise. Ce qui est sous-entendu, c'est une marque d'entreprise comme du Breton, exemple, qui, lui, arrive avec du bio, puis en plus arrive avec une marque d'entreprise en arrière. Recherche d'autres certifications de qualité, donc en plus de celle du bio. Dans l'étude, je ne vous le cacherai pas, c'est écrit clairement, le bio tout seul, pour eux autres, ça n'arrive pas nécessairement à les décrocher ou à leur faire passer à l'acte d'achat. Ils veulent retracer l'origine locale des aliments. Ça, je pense que c'est... on va voir dans les autres données à quel point c'est devenu important. Ils veulent des bonnes pratiques de la ferme à la table. Ça, je pense que c'est très bien. Ils veulent une validation supplémentaire par des recommandations sur les médias sociaux. Quand on parle de Québec bio, c'est ça qu'on fait vraiment. On agit comme un tiers, en fait, qui amène une validation là, sur les réseaux sociaux. Ils veulent des informations sur d'autres plateformes avant d'acheter le produit désiré. C'est sûr qu'eux autres sont nés là-dessus, donc c'est des environnements il faut être là dans ces environnements-là pour pouvoir justement les trouver et stimuler l'achat. Les points généraux, tantôt j'ai peut-être passé un peu rapidement pour le Québec. Là, on est tombé vraiment dans le tour d'horizon du bio québécois. On est rendu à 1,2 milliard en 2020, la valeur estimée du marché. Quand on se souvient qu'en 2017, on était autour de 690 millions, c'est quand même quelque chose d'imposant. Le 40 % d'augmentation. Les gens consacreraient, pour les gens qui connaissent l'industrie, les gens consacreraient, les consommateurs de produits bio consacreraient 20 %, donc 1/5 de leur budget aux produits bio. Ça, je pense que c'est aussi intéressant à voir. Et puis, chaque catégorie de produits a vu sa part de marché augmenter de 2017 à 2020. Ça veut dire qu'on a réussi vraiment à diversifier le panier d'épicerie. Je pourrais vous donner des données tantôt. Puis quand on regarde les fruits et légumes, qui sont toujours la catégorie chouchou des consommateurs, en fait, on est passé de 2,8 % de la consommation en 2017 à 5 % en 2020. Donc, c'est possible, avec les efforts et les partenaires qu'il faut, c'est possible d'obtenir ces croissances-là. Si on regarde... ça, la question est plus petite en bas, ça fait que je voulais dire, c'est la question qui a été posée lors d'un sondage là, à près de 800 consommateurs. Consommez-vous chacun des produits biologiques suivants? Je vous invite à voir la colonne 2020-2022. Quand on regarde ça, c'est vraiment les consommez-vous. Donc, on a un plus 6 % pour les fruits et légumes, plus 10 % pour les pâtes, les huiles, plus 18 %, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, plus 6 %, plus 10 % pour les breuvages, les produits laitiers à plus 4 % et les tartinades à plus 11 %. Donc, on voit qu'il y a vraiment une diversification du panier d'épicerie en aliments bio. Si on regarde maintenant les intentions d'achat, parce que c'est toujours avec ça qu'on vit un peu, puis quand tantôt Robert demandait des données plus récentes, là, on a décidé de faire ce sondage-là, en fait, pour aller voir en février 2022 comment le consommateur réagissait à la dernière période, en fait. Puis même les sondeurs ont resté surpris là, avec d'autres secteurs d'avoir des données aussi positives. Donc, on a 88 %. La question qui est posée, en fait, c'est pour lesquelles des catégories suivantes de produits biologiques avez-vous l'intention d'augmenter vos achats? Les légumes, fruits et légumes demeurent très forts avec 88 %, les viandes à 56 %, les produits céréaliers à 55 %, les produits laitiers à 52 %, les breuvages 36 %, l'huile, produits de soya et puis tartinades là, où les intentions d'achat sont plus faibles. Mais quand même intéressantes. On note qu'ils sont quand même intéressantes. Donc, si on regarde les points d'intérêt pour ce sondage-là de février 2022, 58 % des consommateurs ont dû consommer des produits bio, donc ce qui représente une hausse quand même significative de 5 % par rapport à 2020. Est-ce qu'en arrière, vous entendez bien? Quand même. Je vous invite peut-être à vous approcher un petit peu si jamais vous avez il y a des bonnes chances, si vous avez de la difficulté à m'entendre. Donc, un 5 %, c'est la première fois qu'on atteint un 58 % là, dans ce type de données-là. On a souvent navigué entre 52 %, 54 % autour d'eux. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le bio se démocratise. Près de la moitié, 45 %, sont là depuis plus de 5 ans. Donc, c'est des clients fidèles. On a toujours dit ça en bio, que les consommateurs, c'était des consommateurs fidèles.
Et puis, ça se répercute encore dans ce sondage-là, là, avec une hausse de 8 par rapport à 2020. Un peu plus du tiers d'entre eux en consomment chaque semaine, donc 23 Puis dans l'étude de Coton, on soulignait que 23 chaque jour, en fait, on était la province où les gens en achetaient le plus quotidiennement. Le pourcentage était le plus élevé quotidiennement. Puis, si on fait le total du 35 et du 23 ça veut dire que 58 des consommateurs sont reconnus comme étant des consommateurs réguliers. L'autre point est très important. On parlait tantôt de mouvement local ou d'économie locale. En fait, le facteur d'influence économie locale ressort comme étant important pour 90 des répondants en 2022. Si on pense que l'effet COVID a eu un effet important, là, ça a eu vraiment un effet important sur ce facteur-là, ce qui représente une hausse de 20 comparativement à 2020. Donc, si on regarde les points d'intérêt encore, il y a peut-être plus de questionnements dans ces points-là, en fait. Les intentions d'achat sont demeurées élevées, mais sont à 42 mais il s'agit d'un très bon résultat, mais sauf qu'on est 9 points en dessous de 2020, en fait. 2020, il faut le voir comme une pointe, puis là, donc on revient aux intentions d'achat d'à peu près des années 2017. On se retrouve dans cet environnement-là. 56 des consommateurs de produits bio comptent maintenir leur achat. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a toujours des gens. Puis, de sondage en sondage, depuis 10 ans, en fait, de sondage en sondage, très peu veulent réduire ou songent à réduire leur consommation. On parle de 2 ça s'est maintenu là. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Par contre, sur le plan des prix, si on regarde la question des prix, on a eu une augmentation de 6 points là, pour l'augmentation des prix, ce qui n'est pas surprenant dans le contexte de février 2022, c'est-à-dire. Donc, on est passé de 73 en 2022 à 67 en 2020. Donc, dans l'étude, bon, ça, c'est une étude qui découle, en fait, de l'étude canadienne où le Québec a acheté ces données-là. Puis, dans les principales conclusions en perspective de l'étude québécoise, en fait, on a essayé de voir une question. Là, on est arrivé à la conclusion suivante. Bien que les niveaux de revenus ne soient pas fortement corrélés avec l'achat de produits biologiques, les consommateurs sont toujours fortement influencés par le prix des produits. L'objectif de diminuer la sensibilité au prix par un meilleur argumentaire concernant la plus-value des produits bio devrait continuer d'être une priorité pour l'ensemble de l'industrie québécoise. Une meilleure répartition de la prime environnementale des produits entre les filières de production, les paliers de gouvernement et les consommateurs sera déterminante dans l'offre de prix faite aux consommateurs. Ça, on pourra peut-être voir là s'il y a des gens qui ont des questions autour de ça, parce qu'actuellement, on pense que le consommateur a une grosse partie, en fait, de la prime environnementale. La prime environnementale des produits aussi se retrouve souvent taxée aussi au fur et à mesure qu'on franchit des paliers là, de commercialisation. Donc, ça serait intéressant là, de voir, comme Daniel invitait les gens, de voir à tenir une journée de réflexion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, de façon à offrir un prix équitable, là, équitable et le meilleur possible aux consommateurs. Bon, puis le dernier, ça touche, on ne pouvait pas passer à côté du mouvement biologique puis du mouvement d'alimentation locale. Il serait intéressant de faire valoir que les produits bio d'ici possèdent les attributs du bio et du local. En passant, c'est ça que Québec Bio fait à tous les jours. Là. Nous autres, on vend du bio québécois, du bio local, du bio des entreprises d'ici. Donc, combinant ainsi tous les avantages d'un mode de production écologique avec ceux des achats de proximité et du soutien à l'économie locale. Ça fait déjà presque 1 an que Québec Bio, la filière avec Québec Bio, ont passé avec, comme disait tantôt Daniel, le bio d'ici, c'est écologique. Donc, on est un petit peu en avant de la parade de ce côté-là. Plan d'activité, c'est juste pour vous donner une idée des prochaines années ou des prochains dossiers, en fait, que la filière va toucher. Je pense que Daniel en a dit un mot aussi, puis milite beaucoup pour le premier point. Compléter l'étude sur le marché des aliments biologiques au Québec et assurer la mise en place d'une méthodologie permettant de mettre à jour ce genre d'études périodiquement afin de bien orienter le développement du secteur. Dans les grandes études canadiennes et québécoises qu'on a comme problème au Québec, on est
nos consommateurs sont des grands acheteurs en boutiques spécialisées, dans des chaînes d'alimentation spécialisées, et ces données-là ne sont pas prises en considération dans les études des grandes surfaces et des pharmacies, là, comme on fait d'habitude. Donc, pour le Québec, c'est très, très important. Puis on a un comportement aussi qui est très différent. On a des grandes sources d'approvisionnement qui viennent directement des producteurs ou de réseaux de producteurs. Puis comme vous le savez, bien, juste le réseau des paniers, eux autres, ils sont rendus à 285 producteurs qui alimentent quand même en panier là, bon nombre de familles. Donc, on a des caractéristiques au Québec qui sont très, très particulières puis qui doivent être prises en compte là, dans l'évaluation des marchés. Donc, ça compléterait pour moi la présentation sur les marchés.